Tu as déjà entendu parler du projet de puce dans le cerveau pour enregistrer les souvenirs J'aimais bien le Minitel. et les applications qui enregistrent et décryptent le sommeil de ton bébé, t'en penses quoi, toi? T'es sur TikTok, toi? Tu crois que les Chinois nous espionnent vraiment? Tu as vu qu'il y a des restaurants où on n'a même plus le droit d'ouvrir son ordinateur? C'est étrange quand même comme nom. Chat GPT. Ça existe encore, le billet de train papier? Tu sais qu'en ce moment, les influenceurs sont en burn-out. Est-ce que tu as déjà essayé de passer ne serait-ce qu'une heure sans ton téléphone portable? Bon, elle commence quand cette conférence? Bonsoir, bonsoir, bonsoir Poitiers, bonsoir, je suis content. Bah oui, c'est bien ces applaudissements, mais on est content. Content de vous voir, de vous regarder, de vous toucher même. Bonsoir madame, c'est joli. Non, c'est vrai, pendant si longtemps on n'a pas pu rentrer en contact, que là, ça... Attendez, je vous laisse pour le petit sac, voilà, vous le mettez ici, c'est parfait. Voilà, comme ça, on est bien tous... Asseyez-vous, je vous en prie, il reste encore de place. Très heureux aussi de vous voir nombreux à cette salle, à cet espace Mendes France ici à Poitiers. J'en suis très, très heureux. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de faire là? À part être un peu ridicule. Hein. Attendez, je vous le refais. Ah, la pub de télévision, ouais, c'est un peu, mais c'est pas ça. Le bruit d'un mail qui part, ça, oui. Vous pensez que je peux me reconvertir sur le bruit d'un mail qui part? Ah, vous repoussez alors que je cherche justement à échapper à la cité du sans contact. Ça aurait été un geste contre-productif. Non, je suis tout simplement en train d'acheter une pomme ou un brocoli. Parce qu'en ce moment est testée en Amérique du Nord une nouvelle manière de payer en faisant ce geste. Comme ceci. Pourquoi? Car il y a une machine qui va analyser les veines, nos veines. Et alors, c'est pas presque une puce, c'est qu'en analysant les veines, on s'est rendu compte que c'était plus fiable que les empreintes digitales ou encore que l'iris de l'œil. Et donc, c'est une nouvelle manière de payer en faisant juste ce geste. Et hop, on achète un brocoli. On achète une pomme. Bon. Vous imaginez que là, en termes de sans contact, on franchit encore un palier. Puis ça serait intéressant de s'intéresser et s'arrêter même 2 secondes sur ce terme de sans contact, qui est rentré vraiment dans nos usages. On a appris ça, effectivement, pendant les différents confinements, pendant la période de la pandémie, sans contact. D'ailleurs, au début, on avait un petit peu de mal à cette idée de sans contact. On était assez suspicieux à cette idée de donner sa carte. Et puis, petit à petit, les paliers ont augmenté. Et puis, on commence même maintenant à trouver ça surprenant que dans certains magasins, ils ne prennent plus et qu'ils n'acceptent pas le côté sans contact. Et puis, on est même descendu des paliers, hein. C'est-à-dire qu'on est passé de 30 à 50, mais on est descendu aussi. Aujourd'hui, on peut acheter une baguette de pain, 1,40 € sans contact. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce évidemment la disparition et la fin du liquide et de l'espèce. Et derrière la fin du liquide et de l'espèce, c'est la fin de quoi? C'est la fin d'une certaine forme de liberté et d'anonymat. Parce que finalement, moi je suis passé un petit peu à Poitiers cet après-midi. Je suis rentré dans un café, j'ai payé mon café en donnant quelques euros, je suis reparti, personne ne sait où je suis rentré, combien de temps je suis resté, ce que j'ai même pu y faire, parce que l'argent liquide me permettait effectivement de me mouvoir en tout anonymat. Or, le sans contact, c'est tout sauf du sans trace. C'est même l'inverse. D'ailleurs, quand on s'intéresse un peu sur ce mot, sans contact, il ne veut rien dire. Parce que finalement, quand on pose la carte sur le lecteur, il y a un contact. Il y a même que ça, presque. Un contact électronique. Et on va voir ensemble, dans cette heure que nous allons partager, à quel point les mots du numérique sont des mots qui, souvent, ne veulent pas dire grand-chose. Là, je sais qu'en ce moment, je suis face à moi des experts de l'intelligence artificielle. Après cette grande semaine, vous en savez d'ailleurs plus que moi sur le droit, la santé, le travail. Je pense qu'on vous a déjà dit que intelligence artificielle, ça ne veut rien dire, puisque cette intelligence artificielle est tout sauf intelligente.
c'est juste une machine à qui on a appris, en lui faisant rentrer quantité d'images, qu'un chat, ça ressemble à ça, et qu'un chien, ça ressemble à ça, ce qui lui permettra plus tard d'arriver à distinguer le chat du chien. Mais en un mot, cette machine n'a aucune conscience, aucune intelligence pour savoir ce que c'est qu'un chat et ce que c'est qu'un chien. On est d'accord? Vous êtes d'accord, les experts de l'IA, là? Je ne suis pas en train de casser vos travaux, en train de casser votre métier. Et ce qu'on va essayer de faire, justement, ensemble, c'est d'arriver à éclairer, essayer d'analyser ces enjeux du numérique. Alors, pas seulement l'intelligence artificielle, on essaiera d'aller un petit peu plus loin pour prendre le temps. Parce que ce qui s'est passé aussi en arrivant ici avec ce geste qui a été suspendu, c'est une manière aussi de tenter d'arrêter un peu le progrès et de s'interroger même sur qu'est-ce que le progrès. Vous savez, on nous vend le progrès tout le temps. Le progrès, on imagine une idée de progression, d'avancée, de bienfait pour l'humanité. Mais qu'est-ce qu'on y gagne derrière toutes ces innovations et qu'est-ce qu'on y perd? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre une forme de liberté, d'autonomie, forme de dépendance aussi, avec un risque accru par rapport aux nouvelles technologies? Donc c'est intéressant de prendre le temps de s'arrêter pour savoir si on a envie, si on peut aussi, si on doit participer à tous ces progrès et tout ce chemin qu'on nous offre et qui parfois qu'on nous impose. Mais dans le numérique, il n'y a pas que des choses négatives, il y a des choses très positives, comme notamment Wikipédia, qui est un très bel outil. Pourquoi c'est un bel outil? Car c'est un outil collaboratif. Et moi, je vais avoir besoin de vous, ici, à Poitiers. Vous êtes prêts? Besoin de vous? Bah oui, parce que finalement, on n'est jamais plus riche que dans un échange, que dans un dialogue. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à intervenir, je vais parfois la solliciter, pour qu'on puisse ensemble essayer de mieux comprendre cette société du sans contact, que j'ai intitulée ainsi, pour reprendre finalement une terminologie qui est cette société numérique connectée, et qu'on essaye ensemble de voir comment on se situe à l'intérieur de cette société et comment potentiellement on peut imaginer autre chose. Donc, on va partir sur une certaine forme de collaboration par rapport à la technologie qui fait partie totalement de notre quotidien. Monsieur tout à l'heure disait, voilà, c'est peut-être le bruit d'un mail, un bruit qui est maintenant un bruit de tous les jours, nos téléphones, les SMS, les sonneries, on peut difficilement faire sans, même si je vois que dans la salle, nous avons un public qui est peut-être un peu plus proche du Minitel que de TikTok, peut-être. Mais toutes ces technologies ont marqué une histoire. Non, c'est pas méchant, c'est un fait, il faut accepter les faits. Alors justement, vous qui avez une grande mémoire des technologies, quelles sont peut-être les technologies qui vous ont marqué? Quelle technologie ou quelle innovation dans votre quotidien a été particulièrement importante pour vous, a changé peut-être un peu votre comportement, a changé votre manière de voir les choses? Qui veut prendre la parole? Le mail. Pourquoi le mail? Qu'est-ce qui vous a plu dans le mail ou qu'est-ce qui vous a intéressé? La rapidité. Donc on a gagné effectivement la rapidité des échanges. Et puis, comment? Peut-être pas en qualité, mais cette rapidité a permis aussi, ce qui est un grand mot au fait du numérique, qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire qu'avant, on passait justement par des organismes, la Poste par exemple, etc. Et là, on se rend compte qu'on peut sauter quelques intermédiaires pour aller directement vers notre destinataire. Mais on y perd aussi quelque chose. Donc le mail, oui. Alors surtout WhatsApp, surtout le mail, effectivement. WhatsApp qui appartient évidemment à quel groupe? Meta, voilà. Exactement, Facebook c'est Meta. Ce qui est intéressant justement à ce que vous dites sur le lien, c'est que toute la technologie a cette dialectique. Est-ce que c'est une technologie qui nous rassemble ou qui nous éloigne? Et on se rend compte qu'en fait, qu'il y a les deux effets. C'est-à-dire qu'on peut avoir une connexion plus importante, plus tenue, avec celles et ceux qui nous sont chers, et on va voir comment ces technologies, aussi parfois dans une promesse d'hyperconnexion, peuvent participer à une forme d'éloignement. Donc ok, allez, une dernière. Le quoi, pardon? Ah, FaceTime. FaceTime, effectivement. Vous savez que sur FaceTime, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans FaceTime, on ne se regarde jamais vraiment dans les yeux. Et ça, ce sont des chercheurs qui l'ont analysé. Pour regarder quelqu'un dans les yeux dans les yeux, par FaceTime, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder la caméra.
En regardant la caméra, on a un regard caméra. Vous savez, c'est comme le journal télévisé. Si on a l'impression que le présentateur nous regarde, c'est parce qu'il regarde la caméra. Mais pour regarder véritablement quelqu'un dans les yeux, il faut regarder la caméra. Donc c'est déjà un biais. On ne peut pas vraiment se regarder les yeux dans les yeux, il faut regarder une caméra. Donc c'était aussi une certaine forme d'éloignement. Pas de frustration, une dernière réponse sinon ? Oui, alors Wikipédia, on l'a dit. Hein. Wikipédia, c'est vous. Vous êtes les contributeurs de ce spectacle de Wikipédia. Et je vous promets, il n'y aura pas trop de modération. En tout cas, elles sont super chouettes, vos réponses à Poitiers. Telegram, outil russe. Et bien ça, c'est justement le son d'Internet. Ça a été en tout cas ma première expérience avec la technologie, ce modem 54K qui amenait justement l'Internet à l'époque où un Internet était limité. On avait le droit à 30 heures, on avait le droit à 50 heures par mois, on mettait un CD-ROM. Il faut s'en rappeler. C'était justement encore le moment où tout n'était pas instantané, où il n'y avait pas encore cette rapidité, où il fallait prendre le temps, d'attendre le temps de la connexion. Et moi, c'était ce premier contact, j'étais en 6e et j'avais cet ordinateur portable qui me permettait d'avoir cette connexion à Internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était un Internet, comme je l'ai dit, limité, à l'inverse de tout le discours marketing d'aujourd'hui, où on nous parle d'un Internet illimité. Vous savez, c'est vraiment le maître mot des slogans publicitaires des opérateurs. Un Internet illimité qui est là partout, tout le temps, indolore, incolore, qui n'a pas d'impact sur notre société, sur l'environnement. Or, on le sait maintenant, et on a mis du temps à le comprendre, il y a une pollution numérique très importante sur Internet. Pendant longtemps, on a pointé du doigt les avions, parce qu'on voyait la pollution, elle était visible. Dans le ciel, on avait un avion, on voyait un nuage de fumée derrière, on disait « Ah, ça pollue », etc. Or, Internet, il y a une certaine magie dans l'Internet qui est largement entretenue par ces magiciens qui sont les architectes de la Silicon Valley, de nous faire croire que cet Internet n'a pas d'impact. Or, il représente à peu près 4% des effets de gaz, vous le savez, à l'échelle mondiale. 4%, c'est quand même beaucoup, peut-être même l'équivalent du trafic aérien. Et cette pollution du numérique, elle est exponentielle, puisque plus les jours, plus les semaines passent, plus il y a des data centers qui s'ouvrent à droite à gauche, plus on nous parle de villes connectées, qui donc exigent d'autant plus de produits, d'outils, de connexion. On a des câbles sous-marins qui permettent justement d'acheminer quantité de tuyaux, de câbles en dessous des océans. C'est-à-dire qu'il y a une énorme matérialité dans le virtuel. Donc il y a une première idée qu'il faut tout de suite arriver à briser, c'est le côté immatériel d'Internet n'est qu'une illusion. Internet, c'est matériel, c'est physique, ça pollue. Il y a aussi une autre matérialité dans cet Internet, c'est cette idée que vous parliez de mail tout à l'heure, c'est-à-dire j'envoie, je reçois. Cette instantanéité, on peut le retrouver par exemple aussi quand on va commander quelque chose sur Amazon, on fait 2 clics et hop, le produit arrive à nous. On sait très bien que derrière, il y a des hommes, il y a des humains en tout cas, des hommes précaires, des modérateurs aussi sur les réseaux sociaux qui sont payés quelques dollars, qui travaillent au Kenya ou dans d'autres pays, des pays plutôt en voie de développement, donc payer une misère pour pouvoir essayer d'analyser les images, de censurer les images pour que nous, utilisateurs, on a l'impression que la machine fonctionne tout seul. Puisque vous avez travaillé sur l'intelligence artificielle, il y a aussi ce qu'on appelle les CAPTCHA. Ça vous parle le CAPTCHA ? Quand on vous dit « prouvez-moi que vous n'êtes pas un robot ». Vous l'avez tous vécu ça, hein ? Qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire généralement quand on nous demande « prouvez-moi que vous n'êtes pas un robot » ? Choisir des images. Alors souvent on a des trucs genre cocher toutes les images où il y a un feu rouge. Alors nous on ne comprend pas trop, on le fait. Hein ? On va cocher les images où il y a un feu rouge pour montrer qu'on n'est pas un robot. Il y a parfois les lettres, effectivement, entre des majuscules, des minuscules et des chiffres. Et bien vous savez qu'en faisant ça, vous travaillez pour Google. Et vous ne le savez pas. Vous êtes un travailleur du clic non déclaré. Vous êtes un travailleur du clic clandestin. Vous êtes un travailleur du clic exploité. Parce qu'en repérant justement le feu rouge du non-feu rouge, vous travaillez pour Google Maps. Vous travaillez sur des images de Google que la machine, que l'intelligence artificielle, qui est tout sauf intelligente, n'a pas réussi à décrypter et qui vous demande à vous, humains, de le faire pour elle. Lorsque vous utilisez les lettres, les minuscules, majuscules, vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez pour Google Books,
qui lui aussi décrypte quantité d'éléments textuels pour pouvoir numériser les ouvrages, les livres, les revues. Donc vous travaillez pour la machine, mais la machine ne vous le dit pas. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vous ai dit qu'il y avait des risques, c'était de perdre une forme d'autonomie et d'indépendance. On n'a pas le choix. Mais ce qui est intéressant déjà ce soir, c'est que maintenant vous le savez. Alors, est-ce que ça fait avancer les choses? Je ne sais pas, mais déjà il faut identifier comment on est plus ou moins utilisé. Et puis si on est plusieurs à l'identifier, plusieurs à peut-être à pointer du doigt certaines dérives, c'est comme ça qu'on peut arriver à plus ou moins faire changer les choses. J'ai prononcé à plusieurs reprises le terme de magie, de prestidigitateur. Comme je sais que j'ai face à moi un public aussi cultivé, dans l'étymologie de prestidigitateur, on retrouve digitus, le doigt, qu'on peut aussi entendre dans digital. Moi j'aime bien cette analogie parce que dans les architectes, encore une fois, du numérique, il y a vraiment cette idée, à chaque fois, de magie, d'illusion, de nous faire croire que ce numérique arrive à rendre le monde meilleur, arrive à nous donner toujours une application pour répondre au moindre des problèmes et nous trouver une solution. Donc il y a vraiment cette magie d'une technologie omnisciente, d'une technologie qui a toujours raison. Pour rejoindre le public de Poitiers, prenez la première à gauche. Continuez tout droit. Dans 5 pas, prenez à droite. Continuez. Au prochain rond-point, faites demi-tour immédiatement. À la sortie du rond-point, prenez tout droit. Avancez, avancez. À la prochaine marche, prenez à droite. Prenez à gauche. Avancez tout droit. Encore tout droit. Toujours tout droit. Vous êtes arrivé. Dans le mur, évidemment. On a tous vécu un peu ça, le GPS. Ça, c'est magnifique, le GPS. On cherche un chemin, on l'allume. Un chemin parfois qu'on connaît. Moi, c'est pas, encore une fois, on n'est pas perdu à l'autre bout du monde. Et le GPS nous propose un itinéraire. Et pourtant, à ce moment-là, on se dit « Ah ouais, mais je pense que si j'allais à gauche au lieu d'aller à droite, je pense que j'irais plus vite. » Et qu'est-ce qu'on fait souvent? On écoute plutôt la machine. Parce qu'on nous dit que la machine, encore une fois, elle est intelligente et qu'elle a forcément raison. Donc il y a un argument d'autorité ici qui rentre en conflit avec ce qu'on pourrait appeler tout simplement notre intuition. Notre intuition nous dit que c'est pas par là et la machine nous dit que c'est à l'opposé. Moi, ce que je m'amuse souvent à faire, et je vous conseille d'expérimenter, c'est vous suivez votre intuition. Et puis d'un coup, la machine va recalculer l'itinéraire. Et parfois, va vous donner un temps plus court. Et là, vous vous dites, bah oui, mais finalement, elle ne veut rien dire, cette machine. Il faut que ça soit moi que j'écoute. On suit parfois tellement la machine qu'on arrive à des cas complètement ubuesques où on peut avoir même des accidents. Il y a même des cas de figure en Australie d'un bus en fait, qui a foncé dans un ravin parce qu'il suivait aveuglement le GPS. Il y a encore quelques semaines, c'était dans le sud de la France, il y avait un problème sur Google Maps qui annonçait une voie qui était en fait une impasse et toutes les voitures allaient sur cette impasse pour créer un embouteillage monstre jusqu'à se rendre compte que finalement c'était une voie sans issue parce que le GPS n'avait pas été actualisé. Donc là, je trouve que c'est un argument, ou du moins une image qui est assez intéressante, puisque c'est encore une fois ce que le progrès nous indique comme chemin, de faire confiance à notre intuition. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on perd avec cette nouvelle technologie? C'est une forme d'autonomie, de savoir tout simplement se repérer dans l'espace. Et ça, on l'a de la même manière avec la mémoire. Là aussi, je pense que ça vous est forcément arrivé. Vous avez oublié, par exemple, l'année de naissance de François Mitterrand. Bon, vous dites comme ça, tiens, il est né quand d'ailleurs, François Mitterrand? Ah, sans Internet, on est foutu. Moi, je vous aurais posé cette question il y a 30 ans. J'avais forcément au moins une dizaine de personnes qui savaient la réponse, quand même. C'est un président de la Ve République. 1916. Ok. Madame est de la famille. 26 octobre 1916. Ok. Alors voilà ce qui serait passé si on était dans un moment normal. On aurait posé cette question, on serait allé sur Internet, on aurait tapé François Mitterrand, on serait tombé sur une page Wikipédia, on aurait regardé la date, on serait tombé sur 26 octobre 1916. On aurait donc été content, puisqu'on aurait été satisfait immédiatement d'avoir trouvé la solution de manière instantanée. On l'aurait dit à notre conjoint, conjointe, ami, cousin, peu importe, qui nous pose la question. Ah, c'est le 26 octobre 1916. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On l'oublie. Pourquoi on l'oublie?
Parce que j'en ai parlé avec des neuropsychologues que j'ai pu inviter dans mes différentes émissions, notamment à France Culture, parce que finalement, ce qui fait qu'on retient un souvenir, c'est l'effort. C'est le chemin vers la mémoire, c'est le chemin vers l'information. Sylvie Chocron, que j'interviewais, me disait, elle prenait l'image d'un champ, voilà, un champ de maïs. Où vous, par exemple, vous perdez vos clés dans un champ de maïs. Bon, vous allez rechercher vos clés. Pour rechercher vos clés dans ce fameux champ de maïs, faites des pas, comme ça. Et vos pas, ils marquent un chemin. Et vous retrouvez les clés. Donc c'est ce qu'elle appelle les chemins de la mémoire. Lorsqu'on ne fait pas d'effort, lorsque justement on se dit, tiens, il est né quand François Mitterrand, et qu'instantanément on va sur Wikipédia, on trouve les clés tout de suite, donc 26 octobre 1916, on trouve les clés tout de suite, on ne le retient pas. Parce que si on veut réactiver derrière 3 semaines plus tard ce chemin, il n'y a pas eu de chemin, parce qu'il n'y a pas eu d'effort. Si par contre, on va prendre un dictionnaire, on va le chercher déjà, le dictionnaire, il n'est pas à portée de main, il est dans la bibliothèque. On va regarder, alors François Mitterrand, je commence par le F ou le M? Non, mais c'est le M, bien sûr, c'est le M, M, I, T, machin. Là, on fait un effort, donc on active quelque part le chemin de la mémoire parce qu'on a travaillé pour pouvoir obtenir notre information. Merci de reprendre le chemin de pensée sur votre rapport à la technologie. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Donc, je vous ai dit, voilà, je suis en 6e, j'ai Internet, super. Mais moi, finalement, la vraie innovation qui m'a particulièrement plu, c'est quand j'ai ouvert un traitement de texte sur un Macintosh. J'avais un écran blanc où je pouvais écrire différents mots, différentes phrases. Je pouvais m'en servir comme journal de bord, presque comme journal intime. Et puis, au gré de mes écrits qui se succédaient au fil des jours et des semaines, je pouvais faire des petites pommes F pour pouvoir retrouver les occurrences d'un mot ou d'un prénom, peut-être d'un amour déçu, pour savoir combien de fois j'avais écrit son prénom. Et le fameux POMF me permettait comme ça d'écrire, de raconter une histoire, de revenir en arrière, d'effacer, de compiler, de documenter. Et si je dis POMF, c'est parce qu'à ce moment-là, Apple représentait quelque chose de très important. C'était Steve Jobs, c'était plus qu'un outil, c'était tout un imaginaire. Un peu plus tard, quand j'ai quitté la 6e et même la terminale, j'ai commencé mon activité journalistique. J'ai travaillé dans une rédaction qui s'appelait Culture Pub, une émission qui a existé sur M6, une chaîne que vous avez largement connue. Et quand j'étais sur M6, dans cette émission de Culture Pub, tout le monde parlait d'Apple, de Steve Jobs. C'était même quasiment un gourou. Et moi, j'avais l'impression, en ayant un Apple chez moi, que je faisais partie de cette communauté. Et c'est ça qui a été très fort dans la manière dont Apple a créé son outil, c'est qu'il y a toute une mythologie du créateur, du génie qui a inventé ça. Où est-ce qu'il a inventé ça, Steve Jobs? Dans son garage. Vous imaginez le truc, on est à San Francisco, il y a un garage, il y a Steve Jobs qui est là, tout seul. Il fait, ah, je vais créer Apple, je vais créer un outil révolutionnaire qui va changer le monde. La réalité, évidemment, n'est pas aussi belle. La réalité, c'est qu'on doit déconstruire le mythe de l'entrepreneur et de la scène originelle du garage. S'il l'a créé, c'est bien sûr en s'accompagnant de son cofondateur qui s'appelle... Qui a dit ça? Bravo, bravo monsieur. Il y avait quelqu'un d'autre qui le savait? Monsieur travaille dans l'informatique? Steve Wozniak, exactement. Mais lui, il n'a pas forcément marqué l'histoire. On sait très bien que si Steve Jobs a réussi à monter Apple, c'est parce qu'il a aussi repris des technologies qui existaient au même moment dans la Silicon Valley, du côté d'Hewlett-Packard, qu'il a débauché des gens qui venaient d'un milieu socio-culturel qui lui permettait de mettre en place ces innovations, qu'il avait des investisseurs, qu'il y a tout un tas de facteurs exogènes qui ont permis à cette figure de créer Apple. Mais il n'y a pas non plus une personnalisation, un génie, ça c'est encore quelque chose qu'on veut parfois nous faire croire, l'éclair de génie qui vient du ciel, l'éclair divin qui va amener justement cette nouvelle technologie. Et en arrivant à Culture Pub, il y avait donc toute cette communauté fascinée par Steve Jobs et fascinée par une publicité qui a véritablement marqué l'histoire. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory force. Unification of the laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our
lies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Comment vous appelez monsieur qui avait trouvé... Et ça repart, parce qu'à Culture Pub, on regardait toujours les trucs 2 fois. Bon. Par contre, à Poitiers, 1 fois, ça suffit, parce qu'on est, comme je l'ai dit, un public intelligent, on n'a pas besoin qu'on nous répète 2 fois la même chose. Comment vous appelez monsieur qui avait trouvé Steve ? Frédéric. Vous la connaissez forcément, Frédéric, cette publicité, vous qui connaissez un peu l'histoire d'Apple. Cette publicité, elle est extraordinaire. Vous imaginez l'imaginaire qui est convoqué ici. On a le concurrent, IBM, dont l'analogie est bien sûr le Big Brother de George Orwell, avec ces individus qui sont complètement lobotomisés face à une autorité suprême, comme si on leur avait volé leur conscience dans une grisaille morne. Et là, d'un coup, il y a une femme blonde, en couleur, qui vient libérer toute cette population. Et cette femme, c'est qui ? C'est Apple. On voit ni le produit, ni l'ordinateur, on voit juste une idée. Et ce qui est intéressant, on est évidemment en 1984, quand cette publicité est diffusée pendant le Super Bowl aux États-Unis, c'est-à-dire un des moments de pic d'audience totale vu par 100 millions de personnes. Elle a d'ailleurs été très peu diffusée à la télévision, cette publicité, 1 fois pendant le Super Bowl et une 2e fois par la suite, et c'est tout. Elle a été réalisée par Ridley Scott, le cinéaste. Et ce qui est intéressant dans cette publicité, c'est que 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on se rend compte que ce côté rebelle qui vient libérer la population, le peuple d'un Big Brother est peut-être devenu lui-même Big Brother. Pourquoi Apple est peut-être devenu Big Brother ? Déjà par ses outils. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, mais on sait très bien que les produits Apple ne fonctionnent qu'entre eux. Pendant très longtemps, c'était très dur d'utiliser tel câble sur tel autre câble. Donc c'est déjà, on va dire, une idée qui manque un peu d'ouverture. Ça fonctionne en circuit fermé, donc ça nous prend un petit peu en otage, nous, consommateurs, face à cette marque-là. Et puis, aussi, en créant, quelques années plus tard, cet outil que vous avez là, le smartphone, avec l'iPhone. Non, je ne fais pas du tout une photo volée de vous. Voilà. L'iPhone, qui est en fait tout sauf un téléphone. Parce que c'est voilà, ça a remplacé notre lampe de poche, ça a remplacé notre réveil, ça a remplacé notre montre. Vous savez qu'il y a même des études qui montrent que la batterie a même remplacé le temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui souffrent d'une certaine anxiété qui est cette batterie vide. Parce que la jauge de la batterie a remplacé le marqueur temps. Quand on regarde ce qui nous reste comme batterie dans une journée, ça conditionne ce qu'on peut faire. Prendre une trottinette, prendre une voiture, payer justement ce fameux café parce qu'on n'a plus d'espèces au comptoir. Et si j'ai plus de batterie, c'est que j'ai plus le temps, c'est qu'il faut que je rentre chez moi. Pardon. Je répète toujours. Je vous ai regardé. Est-ce que ça vous a un petit peu stressé, cette sonnerie ? Est-ce que ça, c'est une autre étude qui montre qu'il y a une certaine phone anxiety, l'anxiété de la sonnerie téléphonique, qui touche 70%, selon une étude britannique, des millennials, et aussi 40% des baby boomers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on entend la sonnerie de son téléphone, c'est facteur de stress. Alors quand on est millennial, c'est parce que souvent, c'est les parents qui nous appellent, ce qui veut dire que c'est plutôt une sorte de retour un petit peu à l'autorité, ou alors c'est des arnaques. Et puis pour les autres, c'est que d'un coup, on a perdu un peu l'habitude de se parler dans une forme d'interactivité, d'interaction, sans pouvoir avoir l'opportunité de réfléchir à ce qu'on va dire à l'autre. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'SMS. C'est-à-dire que le SMS, finalement, c'est un contrôle qu'on a sur l'échange. Je sais ce que je vais lui écrire, j'ai le temps de savoir comment je vais répondre et comment je vais réagir au message qu'on m'envoie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais maintenant, on s'envoie même un SMS pour dire « je t'appelle dans 10 minutes ». Avant, on s'appelait, quoi. On avait besoin de dire « Salut, je t'appelle dans 10 minutes ». Ouais. OK. J'attends ton appel. Ça veut dire que ça raconte quelque chose. Ça raconte qu'on a peur de cette interaction. On a peur de peut-être même aussi le côté un peu charnel de la voix qui va rentrer dans une forme d'intimité, puisqu'on arrive assez facilement à communiquer par SMS interposé. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de l'interaction constante, mais il y a à la fois cette voix qui rentre dans notre oreille et puis peut-être la peur des blancs. C'est-à-dire comment je vais réagir s'il y a un blanc. Qui souffre dans la salle de ce syndrome-là ?
Qui n'aime pas trop quand le téléphone sonne? Ah, voilà. Pourquoi? Ça me prend mon temps et parce que je ne sais pas ce qu'il y a au bout et parce que ça me dérange en fait. J'aime bien être tranquille si je suis avec mon chat ou si je suis en train de rigoler. Ok. Voilà, donc n'appelez pas le monsieur, hein, qui est donc joignable 06 12 87 14 24, surtout le dimanche. Ah, on peut aussi l'éteindre. Oui, monsieur? Parce que par réaction par rapport à quelqu'un que je connais bien et qui attend constamment que son téléphone sonne pour avoir des nouvelles, ça me met en colère. Et donc moi, quand mon téléphone sonne, ça me stresse. Et par contre, ce que vous disiez au niveau des SMS, à savoir que ça me donne l'impression de contrôler ce qui va se passer, c'est parfaitement ça. Oui. Je préfère envoyer un message et voilà, que de passer un coup de téléphone ou que de recevoir un coup de téléphone. Voilà, donc on a effectivement cette idée que vous venez d'évoquer de garder le contrôle sur la conversation. Peut-être une autre raison différente de celle-ci, où tout le monde se retrouve à peu près. Ah oui. Vive la retraite. Mais c'est quand même assez extraordinaire, vous imaginez. Enfin, moi, je sais que quand j'étais encore une fois en 6e, j'adorais téléphoner. J'adorais passer même 1 heure avec mes copains pour raconter ma journée. Et on a quand même perdu, on commence à perdre cette habitude de l'interaction, du vocal. Et comme on parle de sans contact, c'est une certaine forme de sans contact, puisqu'on a du mal à aborder un contact réel. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de réussite des applications de rencontres, Tinder et autres, parce que dans cet rapport à la séduction, il y a aussi ce contrôle qu'ont les gens de dire tiens, je sais comment je vais lui répondre, je sais quel message je vais pouvoir écrire pour mieux pouvoir séduire cette personne. Et c'est pour ça que beaucoup de gens communiquent à distance par ces applications et ont du mal après à se voir en vrai, parce que se voir devient un risque. Et cette idée a largement été aussi amplifiée, bien sûr, pendant la pandémie, où se toucher devenait risqué. On devenait porteur, on devenait, pour reprendre un terme du numérique aussi, même s'il préexistait avant, on devenait viral. Donc, c'est important aussi d'arriver à comprendre pourquoi on a du mal avec cette interaction et pourquoi on a du mal tout simplement parfois à parler à l'autre et avec l'autre. Le côté Big Brother, évidemment, de ce téléphone qui n'est pas un téléphone, puisqu'on a peur, surtout monsieur, quand il sonne, c'est que c'est aussi un magnifique mouchard de poche, car il vous géolocalise en permanence. D'ailleurs, souvent, on vous dit que c'est pour votre bien. Si vous le faites voler, si vous êtes déjà arrivé, vous pouvez voir si vous l'avez activé, à quel endroit est votre téléphone pour mieux repérer le voleur. Et là, on arrive dans une autre forme de dialectique, qui est la dialectique sécurité versus liberté. C'est-à-dire que pour justement assurer une forme de sécurité, on met en jeu une certaine forme de liberté. Pendant longtemps, et maintenant ça marche un peu moins, sur vos iPhones, si vous alliez dans Réglages, confidentialité, lieux importants, vous pouviez voir à quel endroit vous êtes déplacé, à quelle heure vous êtes arrivé à la minute près, à quelle heure vous en êtes parti, par quel moyen de transport vous y êtes, par quel moyen de transport vous avez utilisé pour vous y rendre, à pied, en voiture. Ça, c'était donc tous vos déplacements qui sont enregistrés pour, soi-disant, améliorer finalement la machine, améliorer le côté souvenir de vos photos, mais dont on sait très bien qu'ils sont par la suite, qui peuvent du moins être réutilisés. Parce que s'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, je l'ai dit en introduction, sans contact ne veut pas dire sans trace, et qui dit trace, c'est qu'une trace qui ne disparaît quasiment jamais. Et ça, malheureusement, on ne va pas ouvrir ce débat-là, mais celles et ceux, et notamment celles qui souffrent de cyberharcèlement, le savent très bien. N'importe quelle photo de leur intimité qu'elles ont pu donner en pensant que ces photos allaient être éphémères, eh bien, elles laissent des traces. Et ça peut se retourner, évidemment, contre elles. Il en est de même pour nous. On est à tout moment géolocalisé sur Apple. Justement, il y a eu des lanceurs d'alerte d'un homme qui était chargé d'écouter des enregistrements pris à la volée par Siri. Vous savez, ce fameux Siri qui vous demandait monts et merveilles. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit comment ça se fait que Siri ou OK Google ou Amazon, à partir du moment où je lui appelle et que je dis OK Google, tout de suite s'enclenche. Donc, si il arrive à retenir que OK Google ouvre l'enregistrement et le micro, c'est bien qu'il est constamment en veille pour pouvoir réagir. Et ce modérateur de chez Apple a reconnu être à l'écoute de quantités d'échanges pris à la volée entre
des différentes discussions qu'il était chargé d'analyser, d'écouter, d'entrevoir. De toute façon, tout cela n'est plus un secret depuis 2013 et l'affaire Snowden qui a révélé que les big tech pouvaient être un outil de surveillance massif, pouvaient être utilisés comme tel. Alors, quand je vous disais tout à l'heure liberté versus sécurité, je suis sûr que beaucoup de gens dans la salle ici peut-être se disent « moi, j'ai rien à cacher ». Après tout, j'ai rien à cacher. Moi, je suis ni voleur, ni pédocriminel. Oui, si on me surveille, c'est pas grave, rien à cacher. Sauf que ce j'ai rien à cacher peut être problématique. Déjà parce que c'est pas parce que vous êtes ni terroriste, même si je sais qu'il y en a peut-être ici, ni terroriste ni pédocriminel que vous n'avez pas envie de préserver votre intimité. Et ensuite, il ne faut jamais oublier que tout cela peut changer. On a un exemple frappant en ce moment d'actualité aux États-Unis avec la révocation de l'arrêt Roe versus Wade qui remet en question le droit à l'avortement des femmes dans quelques États aux États-Unis. Et depuis le Cloud Act qui a été voté en 2018, la justice peut demander aux GAFAM de récupérer les données à partir du moment où une femme est suspectée d'avoir commis un crime ou un délit, en l'occurrence vouloir se renseigner sur un potentiel avortement. Donc c'est donc une liberté qui d'un coup, la veille n'était pas problématique, se renseigner par exemple sur telle clinique qui pouvait procéder à un avortement ou tout simplement savoir où acheter des pilules abortives qui le lendemain peut se retourner contre cette personne, peut devenir une pièce à conviction, peut devenir une preuve. Et on a des cas comme ça de femmes qui ont été trouvées par les autorités parce que dans des communications privées sur Facebook, elles avaient parlé de pilules abortives, ou sur Google Maps, on en parle encore de ce déplacement, avaient essayé de se rendre dans telle ou telle pharmacie ou telle clinique qui, disait-on, procédait encore à des avortements. Donc, ne jamais oublier que cet arsenal juridique, cet arsenal de surveillance est en place et demain peut changer au gré des différents régimes ou des différentes lois qui sont en mouvance permanente. Récemment encore, il y a eu un article qui a été voté à l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas parler de la réforme de la retraite, je vais vous parler de l'article 7 qui autorise la vidéosurveillance exactement aux Jeux Olympiques qui peuvent utiliser les algorithmes. Ça a été voté comme ça. Justement, je me rappelle de cette question, a-t-on le choix sur les captchas? Là, on ne le sait même pas, ça se passe dans la nuit, en plein débat sur les retraites. Hop, on vote le truc. Et en plus, on le vote en disant que c'est provisoire. Alors ça c'est extraordinaire, l'argument du provisoire. Vous savez, c'est ce sentiment d'urgence, les lois d'urgence permanente en fait, parce qu'on est constamment en situation d'urgence. Donc là, cette vidéosurveillance avec les algorithmes va être autorisée jusqu'à la fin 2024 et je peux déjà parier qu'en 2025, elle sera toujours en place. Et qu'elle demain, elle annonce évidemment l'analyse de la reconnaissance faciale et des données biométriques. D'ailleurs, dans le texte, il y a quelque chose d'assez surprenant. Ça permet donc à des caméras d'être automatisées pour repérer ce qu'on appelle des mouvements ou des gestes anormaux qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est quoi en fait un geste anormal? C'est quoi un geste qui sort de l'ordinaire? Ça, évidemment, le texte ne le précise pas. Donc là, on a vraiment un exemple frappant, encore une fois, pour assurer notre sécurité. Vous imaginez les Jeux Olympiques, il y aura peut-être des terroristes, il y aura peut-être des bombes. Eh bien, il faut déployer un outil supplémentaire qui rogne un peu plus de notre liberté. Sachant qu'il n'y a aucune corrélation qui a été faite entre le déploiement de la vidéosurveillance à grande échelle et une plus grande sécurité. Nice, par exemple, en est malheureusement un triste exemple. On sait très bien que c'est une ville en France où il y a le plus de caméras de vidéosurveillance et qui a malheureusement connu un attentat avec un camion lors d'un 14 juillet. Et pour ceux qui prônent, les promoteurs de la vidéosurveillance, n'importe quel attentat est toujours quelque chose qu'ils vont pouvoir faire jouer pour eux. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il se dit, oui, on aurait dû mettre plus de caméras. Ah oui, mais vous êtes déjà la ville où il y en a le plus. Ah bah oui, si on avait eu plus, il n'y aurait peut-être pas d'attentat. Donc cet argument-là est imparable, et derrière, il prépare bien sûr tout un marché de la surveillance, un marché colossal. Donc, encore une fois, ce sont des évolutions, ce sont des choses aussi qui nous paraissent aujourd'hui surprenantes. Je ne vais pas vous refaire le crédit social chinois où on a une caméra qui reconnaît notre identité, qui nous enlève des points en fonction de notre comportement, si on a traversé en dehors du passage piéton, etc. On a parfois l'impression que ce sont des récits de science-fiction, de dystopie, et puis on s'habitue, et on les accepte. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'on fait parfois des propositions. La fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre de l'acceptable. Donc, par exemple, dans le cas de la vidéosurveillance,
on avait Estrosi qui proposait de mettre des caméras de vidéosurveillance, un portail de vidéosurveillance d'analyse biométrique à l'entrée des lycées. Ah, j'en dis, oh, non mais à l'entrée des lycées, pas avoir mon gamin de 15 ans qui, à chaque fois qu'il rentre au lycée, on va analyser son visage pour savoir où est-ce qu'il se déplace dans le lycée. C'est pas possible. Donc, on s'insurge. Et comme on s'insurge sur le lycée, c'est-à-dire l'école, temple sacré, on va un peu plus accepter l'idée que ça soit dans la rue. Parce que dans la rue, c'est moins grave qu'au lycée. Et donc, ce lycée, c'était une manière de mettre une loi en dehors de la fenêtre d'Overton pour que d'un coup, elle s'agrandisse et qu'on accepte d'autant plus d'autres mesures. Et dans la vidéosurveillance, on a tout le temps ça. Donc, il faut quand même rester vigilant. Mais si on est honnête, on n'a pas non plus besoin que tous ces outils, ces iPhones, etc., nous espionnent. Nos données, on les donne. On les donne très facilement. On les donne très simplement sur les réseaux sociaux. Puisqu'on parle justement de ces innovations qui ont jalonné les 30 dernières années. Les réseaux sociaux, c'est 2005, 2004, 2005, Facebook, 2007, Twitter, maintenant évidemment TikTok. Et ces réseaux sociaux nous encouragent en permanence à livrer nos données parce que ces réseaux sociaux fonctionnent sur l'économie de l'attention. Vous le savez, plus on y passe de temps, plus ils peuvent valoriser notre attention, la monnayer contre des ressources publicitaires. Donc tout est pensé, tout est fait pour qu'on soit capté le plus possible par cet écran. Ce qui fait qu'il y a parfois une nouvelle race d'individus qui voient le jour, qu'on appelle les smobies. C'est quoi les smobies? Vous savez? C'est la contraction de smartphone et zombie. Ce qui fait qu'ici, par exemple, en Chine, on a deux couloirs. Un couloir réservé aux smobies, ceux qui vont de toute façon utiliser leur téléphone et donc marcher exactement comme ça. Voilà, donc ils ne vont pas embêter le petit voisin. Et à côté, il y a ceux, comme monsieur, il n'aime pas qu'on l'appelle. Vous appelez comment, monsieur? Thierry. Voilà. On va appeler le couloir Thierry, voilà, tranquille. Et après, on a le couloir smobies. Mais ce qui est intéressant, et même un petit peu désespérant, dans cette image, ici, on n'est pas en Chine, hein, on est en Grande-Bretagne. Bon, on a juste traversé la Manche, hein, on n'est pas très loin. Et on a la même idée. Ce qui est intéressant dans ces images, c'est à quel point les pouvoirs publics ont baissé les bras, comme nous, on a baissé la tête. C'est-à-dire qu'on a accepté cet usage, ce comportement, au point de créer dans l'espace, de remodeler l'espace public pour permettre justement à ces smobies de pouvoir circuler sans générer des accidents sur la route. Et puis on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Ouais, mais c'est quoi cette lumière verte? C'est un feu vert. C'est pour ceux qui ont le nez sur le smartphone. C'est-à-dire que c'est une lumière LED qui est synchronisée à un feu de circulation. C'est-à-dire que voilà, c'est rouge, c'est vert, c'est vert. Donc là, on est toujours pareil sur les smobies. Ils ont le nez arrivé, hop, c'est vert, je peux passer, hop, c'est rouge, je m'arrête. Et ça, on en trouve aux Pays-Bas, on en trouve à Tel Aviv, on en trouve encore une fois pas très loin de chez nous. Et si on en est arrivé là, si on est autant capté par nos téléphones portables, sur lesquels fourmillent tous ces réseaux sociaux, car c'est quand même eux qui attirent le plus possible le regard des individus, c'est parce qu'ils utilisent des techniques persuasives qui viennent d'un laboratoire de Stanford, qui a été monté par Brian Fogg, et qui a très bien compris comment notre cerveau fonctionnait, les vulnérabilités de notre cerveau, et les interfaces, l'ergonomie de ces réseaux sociaux s'infiltrent, utilisent toutes nos vulnérabilités, en trouvant des petites techniques. Alors je vais en donner quelques-unes, notamment le bol sans fond. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bol sans fond? Oui, bol sans fond. Le bol sans fond, alors c'est effectivement dans le scroll, c'est cette idée qu'il n'y a pas de fin. Bon, vous êtes sans doute sur quelques réseaux sociaux, on va dire Facebook, on est là, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on y passe 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, on ne voit pas le temps qui passe car il n'y a pas de marqueur fin. Quand vous lisez un livre, vous arrivez à la fin d'une page. À la fin d'une page, votre cerveau, il respire un peu, hop, il lève les yeux déjà, et il se dit, est-ce que j'en tourne une ou pas? Bon,
il en tourne une autre. Et à chaque moment, il y a des petits marqueurs qui permettent à votre cerveau de s'échapper et de se dire bah, c'est bon, j'ai assez lu, je passe à autre chose. Quand vous regardez un film, vous avez évidemment un générique de fin avec les noms des gens, etc. Donc c'est que le film est terminé. Une émission de télévision, pareil, un article de presse, vous avez une signature qui vous donne un indicateur de fin. Lorsque vous êtes dans le bol sans fond, par définition, c'est comme si vous versiez un liquide dans un bol et le bol n'a pas de fond, donc vous pouvez verser un liquide à l'infini, vous n'avez aucun marqueur de temps. Donc ça a été une technologie persuasive qui a été mise en place sur tous les réseaux sociaux pour que vous n'ayez plus la perception du temps qui passe. Qu'on trouve d'ailleurs dans les casinos. Dans les casinos, vous savez, il n'y a jamais d'horloge. Lorsqu'on arrive sur les machines à sous, on ne sait pas quelle heure il est. Et vous remarquez que souvent dans les casinos, on n'a que de la lumière artificielle, on ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. L'idée, c'est une perte de repère, que vous y passiez l'après-midi ou la soirée ou la nuit. Et il y a pas mal d'analogies d'ailleurs entre les casinos et les réseaux sociaux. Les casinos, le bandit manchot, à l'époque, même si maintenant les machines à sous on commence un peu à changer, on faisait ce geste-là, du haut vers le bas. Donc on actionnait pour provoquer un circuit de la récompense éventuel, espérer les 3-7. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, avec le scroll, on fait ce pouce du bas vers le haut. Et il y a aussi cette même action qui actionne ce même circuit de la récompense, où on espère, à partir du moment où on actionne ce pouce du bas vers le haut, un peu comme le bandit manchot dans le mouvement inverse, avoir la publication d'une amie qu'on aime bien, avoir peut-être une photo de ses enfants aux États-Unis ou ailleurs. On attend quelque chose. On pourrait tout à fait imaginer qu'on n'ait pas besoin de faire ce geste. Or, ce geste, il nous implique, il nous engage. Vous avez remarqué, en plus, quand on fait ce geste, il y a une sorte de mini-résistance. Ça fait tchic, avec un bruit comme ça, et une résistance. C'est la même résistance, justement, du casino. Et avec cette idée de « on ne voit pas le temps qui passe », ça a été justement une mobilisation publique, de faire accepter que dans les téléphones, il y ait le temps d'écran. Mais pendant longtemps, on ne savait même pas combien de temps d'écran on passait sur un téléphone. Et on ne va pas faire l'expérience ce soir, mais un utilisateur... on va dire, soutenu d'un téléphone portable, si je lui demande combien de temps tu passes sur ton téléphone, il va dire oh, allez, 1h30. On regarde le temps d'écran, je suis sûr qu'on est à 4 heures ou à 3 heures. On ne s'en rend pas compte. Mais ce temps d'écran, ça a été déjà une mobilisation citoyenne qui a permis de mettre une sorte d'horloge dans le casino. Alors c'est sûr qu'elle n'est pas devant nous, elle est un petit peu cachée, mais elle existe. Autre petite technique qui va justement avec ce bol sans fond, pour qu'il y ait un enchaînement infini, c'est Netflix, par exemple. J'imagine que vous regardez peut-être aussi des séries, ou pourquoi pas des films, mais plutôt des séries sur cette plateforme. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a fini un épisode ? Un autre s'enchaîne. Ça enquille aussitôt. Et d'ailleurs, ils ont même baissé la durée et les secondes d'enchaînement d'un épisode à l'autre. Parce qu'au début, c'était 12 secondes, mais le cerveau a le temps de réfléchir. On dit, il est 2h du matin, je suis Thierry, je travaille demain. Est-ce que ça vaut le coup ? Je vais me coucher. Quand c'est 6 secondes, pas le temps de réfléchir, Thierry Pop, il a enchaîné, puis après tout, la fin, en plus, elle se termine sur un cliffhanger. On a envie de savoir et on enquille 1 heure de plus. Donc cet enchaînement d'un épisode à l'autre, qu'est-ce qu'il raconte aussi ? Il raconte qu'on invisibilise le générique. Alors que le générique, c'est quand même des gens qui ont travaillé sur cette série. C'est des humains qui ont donné de leur temps et de leur passion pour fabriquer une œuvre. Il n'existe plus. Je ne sais même plus d'ailleurs si maintenant les créateurs vont penser à faire des génériques, tellement le générique est devenu quelque chose qu'on skip, qu'on dépasse, qu'on saute. Et de la même manière, Netflix a aussi proposé un outil pour regarder les épisodes 50% plus vite. Ah bah oui, on s'ennuie quand même. C'est comme les mails, il faut que ça aille vite. Donc on accélère, là je m'ennuie un petit peu, allez j'avance. Pareil, c'est pour éviter notre ennui, pour qu'on passe le plus de temps possible. Mais vous imaginez accélérer un épisode, là encore, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus le temps du récit du créateur. Le créateur, il a peut-être voulu qu'il y ait un petit temps d'ennui ou dont l'action se ralentit pour mieux apprécier l'action suivante. Et bien là non, on prend la main sur le temps du récit et on accélère. Un autre phénomène aussi, c'est ce qu'on appelle le speed-up, qui revient à ça, c'est sur TikTok, où on a des musiques qui sont aussi écoutées 50% plus vite, pour pouvoir mieux rentrer dans le format de TikTok qui sont sur des vidéos courtes. Mais les utilisateurs s'habituent tellement à cette rapidité de la musique que les maisons de disques sortent maintenant le titre en speed-up, en 50% plus vite. Le but du jeu, et d'ailleurs, ça revient à la grande phrase de Reed Hastings, le patron de Netflix, qui avait dit « Vous savez quel est mon principal concurrent ?» Vous savez ce qu'il a répondu ? Il n'a pas dit Amazon, il n'a pas dit Disney, il n'a pas dit Canal+, il a dit « votre sommeil ». Mon principal concurrent, c'est votre sommeil. Et le principal concurrent de tous ces outils, de toutes ces applications, c'est votre ennui. Parce que dans l'ennui, qui est connoté négativement, on essaye à chaque fois de tuer l'ennui. D'ailleurs nous-mêmes, dès qu'on a 2 minutes,
qu'on attend chez le médecin ou n'importe où, à l'arrêt de bus, on va tout de suite se réfugier sur les réseaux sociaux pour avoir des notifications en rouge qui nous disent « Attention, urgence », le rouge de l'urgence, comme si avoir un mail du cousin de Thierry était quelque chose d'essentiel à 17h17 un jeudi soir. Non. Ça nous crée un faux sentiment d'urgence. Donc il faut aussi arriver à réapprendre à s'ennuyer, que dans l'ennui, le cerveau continue à travailler, dans l'ennui, on continue à réfléchir, et dans l'ennui, on continue à être tout simplement un peu plus humain, c'est-à-dire sans interaction constante avec la machine. Donc il faut lutter contre l'ennui, et il faut lutter contre cette rapidité incessante et constante, et faire des petites pauses. Voilà. Petite pause bucolique. Ah, on peut éteindre la lumière. Sébastien, tu nous éteins un peu la lumière. Faire une petite pause. Voilà, on est bien là. Profite de cet arbre suédois, qui est du côté du lac Vatern, en Suède. Cet arbre, Patrick, il l'adore. Il l'adore tellement que à chaque fois qu'il se déplace à côté de cet arbre, il s'arrête. Il le regarde. Il regarde ses feuilles. Il imagine un peu tout ce qu'il a vécu, cet arbre. Ces années, ces siècles peut-être même qu'il a traversés. Et Patrick le regarde. Il vit une interaction, comme on peut parfois peut-être aussi le ressentir, avec un autre être vivant, avec cet arbre. Il en fait une photo. Celle-là, elle date du 17 mai 2013. Et puis Patrick, il rentre chez lui, il regarde la photo, puis le lendemain, il repart au travail, c'est sur son chemin. Et puis bien sûr, quand il repart au travail, il repasse devant cet arbre. Et puis chaque jour, chaque semaine, il va passer, repasser, et à chaque fois le photographier, au gré des saisons. Et cet arbre, il l'aime tellement bien qu'il trouve qu'il ressemble un peu à un brocoli. Il appelle ça d'ailleurs le brocoli tree. Et comme il a envie de partager un petit peu son amour pour ce copain l'arbre, il crée un compte Instagram qu'il appelle donc le Brocoli Tree. Et chaque jour, il publie la photo de son arbre qu'il voit et revoit sur le chemin de son travail, en lui confiant sans doute intérieurement ses peines, ses douleurs, ses joies aussi. Et les gens commencent, eux aussi par procuration, à vivre l'histoire du Brocoli Tree. Et puis comme Patrick, tous les matins, leur petit réflexe, c'est d'aller sur Instagram, de scroller, ça tombe bien, c'est un bol sans fin, donc ils peuvent revoir justement les arbres à l'infini, et ils regardent l'arbre du jour de Patrick. Patrick devient même assez connu sur Internet, il a une sorte de notoriété numérique qui fait que sur Google Maps, on revient encore un petit peu au GPS, Patrick commence un petit peu à être localisé, parce qu'on a pris pas mal de photos de lui, parce que forcément Patrick, il a créé un petit effet mimétique, c'est-à-dire que certaines personnes qui habitent en Suède, pas loin du lac Vatern, se disent « C'est super cet arbre brocoli quand même de Patrick, j'aimerais bien le voir en vrai ». Allez, j'y passe, je le regarde. Et puis moi aussi, j'aimerais bien faire la photo comme Patrick. Allez, je publie. Hashtag brocolitry. Je le mets. Et puis, ça attire d'autres personnes qui, elles aussi, vont faire des photos. Puis même des gens vont commencer à s'approcher un peu de l'arbre. Vont dire, tiens, si je prenais une petite feuille, ça serait un petit peu porte-bonheur. Ça pourrait être cool. Ça. Je vais l'offrir à ma grand-mère, elle adore en plus. Et je vais lui promettre qu'avec le brocolitry, elle se sentira mieux. Et puis tiens, pourquoi pas une petite branche qu'on pourrait mettre sur un petit vase. Ça serait sympa, une petite branche sur un petit vase. Ah ouais, un petit vase du brocoli-tree. Oh, puis Patrick, il voit de plus en plus de photos de son arbre. Alors, il est content, c'est de plus en plus localisé sur Google. Il y a des gens qui se déplacent de plus en plus loin en Suède pour pouvoir le voir. Et puis il y a des enfants aussi, des enfants qui grimpent à l'arbre dans une forme de cabane, et puis ils montent sur une branche, et puis ils s'assoient. « fais-moi un selfie !» Au point de casser la branche, de mettre l'arbre un peu en danger. Et du coup, les autorités, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? De scier l'arbre. De scier le brocoli-tree. L'arbre de Patrick. Patrick qui, à la base, il voulait juste partager un être qui lui était cher. Il voulait partager son copain. Et qu'est-ce qu'il a fait, Patrick? Il l'a tué, en fait. Il a condamné son arbre. Alors, la morale de cette fable, presque numérique, c'est quoi? C'est que finalement, en exposant un être qui nous est cher, on le met en position de vulnérabilité. Et ce qui se passe avec cet arbre peut se passer finalement avec nos enfants, surtout quand ils sont mineurs et qu'on publie des photos d'eux sans leur consentement. Comme j'ai fait tout à l'heure, vous n'êtes pas enfant, mais je vous ai pris une photo sans votre consentement. Donc, ça peut aussi nous faire réfléchir par rapport à ce qui nous tient à cœur, à ce qui nous est cher. Alors, vous savez, il y a cette grande phrase qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ».
Et les réseaux sociaux, en permanence, nous poussent à exposer notre intimité, ce qu'on pourrait même appeler notre extimité, comme l'a conceptualisé Serge Tisseron, c'est-à-dire une petite intimité que l'on met en scène. C'est l'extimité. Mais Patrick, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a publié toutes ces photos de son arbre? Ça partait d'une bonne intention, c'était pour partager, c'était pour récolter des likes. C'était pour récolter une certaine forme d'approbation sociale. C'est pour ça qu'il l'a fait. Par exemple, Thierry, est-ce que vous pouvez vous lever 2 secondes? Est-ce que ce soir, à Poitiers, on peut applaudir Thierry? Je pense qu'on peut faire mieux. On va applaudir Thierry. Merci Thierry, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Pendant que vous applaudissiez Thierry, moi je regardais le cerveau de Thierry, parce que j'ai cette capacité de pouvoir voir à l'intérieur des cerveaux. Et j'ai vu qu'il y avait un petit peu de dopamine, un peu de sérotonine, ça s'activait, il y avait tout un circuit de la récompense. D'ailleurs Thierry, il a encore son sourire là. Ouais, parce que c'est ça qu'on cherche finalement. Et les réseaux sociaux, ils nous poussent à ça, à obtenir l'approbation collective, à applaudir les applaudissements, un peu comme les enfants qui font un petit spectacle le dimanche après-midi à la fin d'un repas. Ils nous font un petit spectacle, alors on les applaudit pour leur donner confiance, même si leur dessin n'est pas terrible, même si leur petite chanson est fausse. Mais on les applaudit parce qu'on sait qu'on se construit aussi dans le regard de l'autre, dans l'approbation collective, dans ce cerveau social. Sauf que normalement, lorsqu'on est enfant, ça dure 10 minutes juste après le repas, puis après on passe à autre chose. Ce que font les réseaux sociaux, c'est qu'ils nous ouvrent la possibilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de tester cette pulsion narcissique, de tester cette envie d'être aimé de la communauté, de susciter l'approbation, l'adhésion. Donc c'est contre eux aussi ce sentiment qu'il faut essayer de lutter, c'est de comprendre quand on publie une photo, pourquoi je la publie. Est-ce que je la publie pour moi? Ou est-ce que je la publie bêtement ou pas bêtement? Est-ce que je la publie par réflexe pour obtenir quelques likes qui vont dire que, en gros, les gens m'aiment? Et combien de temps je vais passer justement à voir et revoir cette photo pour être sûr qu'elle est likée? Puis d'ailleurs, combien de temps je vais passer à faire cette photo? Qui est censée être une photo naturelle, sauf qu'elle est tout sauf naturelle, puisqu'on va regarder le cadrage, on va la prendre, puis on va la supprimer, puis on va la reposter, puis on va être sûr. Vous imaginez le temps perdu, tout ça pour recueillir quelques likes, du temps donné à cette économie de l'attention qui a su exploiter si finement une forme de pulsion narcissique. On peut de nouveau applaudir Thierry. Moi, je sais pas. C'est marrant parce que j'ai applaudi, mais j'ai un truc là. Je sais pas si vous avez ça, vous aussi. Je sais que vous utilisez peut-être pas trop le téléphone, mais vous n'avez pas un petit truc là sur le petit doigt? Regardez sur le petit doigt ici, là. Essayez de toucher tous votre petit doigt là. Voir s'il y a un petit peu de corne ou pas. Regardez. Regardez. Vous, ça dépend comment on tient son téléphone. Mais là, moi, en tout cas, je le reconnais, j'ai un petit doigt avec un petit peu de corne ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon téléphone, il est posé comme ça. Voilà. Donc, le poids du téléphone fait que mon petit doigt a un petit peu de corne. Avant, vous vous rappelez, on parlait de la bosse de l'écrivain, avec le stylo plume. Aujourd'hui, c'est cette petite corne liée à ce téléphone. Dans certains pays occidentaux, on se rend compte que 5% de la population a un pouce droit qui est plus développé que le pouce gauche. C'est pareil, c'est à force de scroller, à force de faire des textos. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le numérique change notre corps. Alors, c'est des petits détails, mais ça transforme un peu notre corps. Et ça transforme d'autant plus notre corps lorsque sur les réseaux sociaux, on utilise des filtres qui vont aussi transformer notre apparence, transformer notre image. Il y en a un qui est sorti très récemment sur TikTok, qui s'appelle le bol de glamour, et qui, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais c'est assez saisissant. Vous regardez, c'est très bien fait, parce qu'il y a d'ailleurs de l'intelligence artificielle sur ce filtre-là, ce qui fait que quand on bouge, le filtre continue à se mouvoir avec nous, donc on n'a pas des filtres qui ne fonctionnent pas très bien, on a vraiment cette illusion qu'on est un peu transformé. Alors souvent les femmes sont un peu plus sexualisées, elles ont des lèvres plus pulpeuses, des cils dessinés, une peau uniformisée. Les garçons, c'est à peu près pareil. On correspond à un standard qui est un standard de la beauté, qui est un peu uniformisé, et on a l'impression, surtout lorsqu'on est plus jeune, adolescent, en pleine construction de son image, de soi, que c'est une version améliorée de soi-même. Une version améliorée de soi-même devant laquelle on peut même tomber un peu en amour en se disant ça c'est super, si j'étais comme ça. Et on se regarde au point où il y a aussi une évolution majeure
sur la pratique de la chirurgie esthétique. Vous devez le savoir, depuis 2019, la chirurgie esthétique est davantage employée par les jeunes, c'est-à-dire les 18-34 ans, que les plus de 50 ans. Pendant très longtemps, la chirurgie esthétique, c'était quand même pour principalement des femmes qui voulaient s'offrir une seconde jeunesse, 50 ans passés, veuves ou divorcées, ou tout simplement mariées, qui d'un coup se disaient oh, « je vais quand même enlever ces rides, etc. » Aujourd'hui, la chirurgie esthétique est utilisée par des gens de 24 ans, qui vont d'ailleurs vouloir ressembler le plus possible à cette image-là. D'ailleurs, on voit que dans les opérations chirurgicales qui sont proposées, il y a de plus en plus de rhinoplastie. C'est-à-dire cette idée aussi de faire refaire son nez. Pourquoi ? Parce que quand on fait un selfie, le nez paraît toujours plus gros qu'il ne l'est dans la réalité. Donc les gens se disent « mon nez est horrible !» Au lieu de dire « il est trop gros, il faut que je le fasse refaire !» Et puis les chirurgiens l'ont bien compris, puisque les chirurgiens communiquent aussi sur les réseaux sociaux et vont sur Instagram ou sur Snapchat faire des avant-après, en demandant bien sûr l'autorisation ou pas à la patiente d'utiliser son image. Donc vous voyez le circuit fermé, c'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, on se prend en photo avec ses filtres, sur ces mêmes réseaux on trouve des chirurgiens qui communiquent sur le avant-après, et on se dit moi aussi il faut que j'y aille, il faut que j'y passe, il faut que je la fasse cette opération. Chirurgiens qui par ailleurs, dans leur pratique médicale, utilisent de plus en plus les écrans et de moins en moins ont recours à leurs mains. Donc c'est-à-dire qu'ils sont même moins performants parce qu'ils ont moins l'habitude de manipuler. Donc on se retrouve vraiment dans une sorte de scénario un peu ubuesque où on perd un peu le contact. Et bien sûr, ces filtres qui proposent une autre idée, une autre image de soi, annoncent, et là on va revenir à l'intelligence artificielle, annoncent la création des avatars. Puisque je vous ai parlé un peu du Web 1, ça c'était le fameux son du modem, c'est comment l'espace Mendes France va créer son site internet, www.mendesfrance.fr, donc c'est ce qu'on peut appeler le Web 1. Le Web 2, c'est le web des réseaux sociaux, de l'interaction. Et après le Web 2, il y a le Web... Ah, vous suivez quand même super bien. Je savais que j'avais un public... Le Web 3, qu'on nous promet. Le Web 3 du métavers. Facebook qui a même changé son nom pour s'appeler Meta. C'est quoi le monde du métavers qu'on nous promet ? C'est un monde où on existe par l'intermédiaire d'avatars. D'avatars qui communiquent entre eux, qui se sociabilisent, qui existent en dehors de leur corps. Parce que ce que se joue ici, c'est le passage d'un corps qui se transforme, à un corps qui quelque part devient invisible, à un dépassement du corps. Si on existe par son avatar, si on passe sa vie en étant sédentaire derrière un écran, mais qu'on évolue dans un métavers et dans un autre monde, on abandonne notre corps. Le corps, finalement, il ne sert plus à grand-chose. Déjà, on peut faire beaucoup de choses sans bouger. On peut recevoir des plats pour se nourrir, on peut séduire à distance, on peut parler à ses enfants à l'autre bout du monde, on peut écrire, on peut converser, on peut télétravailler, on peut faire quantité de choses. On peut jouer, bien sûr. Et puis si on a un avatar qui circule, qui en rencontre d'autres, et puis un avatar qui aujourd'hui a encore un petit peu de mal à reproduire les jambes, mais qui demain, on le sait très bien, dans ce progrès qui s'accélère sans cesse, sera beaucoup plus fiable, on va exister qu'à travers ces avatars. Et ça, il y a beaucoup d'applications qui l'ont compris, notamment une application qui s'appelle Replika, qui est une application russe, et qui permet d'entraîner son propre avatar de son vivant, pour qu'il ne prenne quelque part la suite, la succession, une fois qu'on sera mort. Donc je vous explique comment Replika fonctionne. Vous avez votre avatar qui porte votre nom. Je ne vais pas prendre toujours Thierry. Vous vous appelez comment, monsieur ? Olivier. Bienvenue, Espace Mendes France. Olivier, donc, il va avoir sa réplique, et puis il va parler à Olivier, à son Olivier. L'autre Olivier va lui poser des questions. Quel est ton plus grand souvenir d'enfance ? Où est-ce que tu es né ? Est-ce que tu faisais du foot ? Qu'est-ce que tu fais comme métier ? À quoi tu rêves ? Et Olivier va répondre chaque jour, va converser par Messenger. C'est un robot conversationnel. On entend beaucoup parler en ce moment sur ChatGPT, c'est des robots conversationnels. Donc il va répondre à sa propre réplique. Et puis Olivier et Replika va même pouvoir converser avec les amis d'Olivier, les vrais amis d'Olivier. Les vrais amis d'Olivier vont voir Olivier, on va dire, 0.0, et puis lui aussi nourrir, entretenir, instruire, en donnant quantité d'informations sur Olivier. En donnant bien sûr l'autorisation à ce que Olivier 0.0 puisse converser avec ses amis. Puis à terme, quand Olivier disparaîtra, le plus tard possible, bien sûr, j'espère, eh bien, l'autre Olivier prendra le relais. Et ça, c'est tout un marché, ce qu'on appelle le marché des deadbots, des robots funestes surtout, qui vont continuer à évoluer dans un cyberespace en donnant l'impression à l'autre qu'on existe toujours. Et ça,
ça fonctionne très bien, parce que dès les années 70, avec l'effet ELISA qui avait été mis en place par un psychologue, on sait très bien que le cerveau humain, encore une fois, a quelques failles. Il adore se raconter des histoires. D'ailleurs, vous avez vu, moi, je fais que ça depuis tout à l'heure, vous raconter des histoires. Et lorsque une machine nous parle, nous répond, nous écrit, on oublie un peu que c'est une machine, même si on n'est pas bête, on sait que c'est pas un humain, mais on a un peu envie d'y croire. Surtout quand on souffre un peu de solitude, et on sait très bien que ce sentiment gagne de plus en plus la population. Et surtout lorsqu'on est un peu en peine, lorsqu'un être cher a disparu, on a envie de croire un peu qu'il est là, comme parfois on confère quelques valeurs à un objet, une pomme, un brocoli, un doudou, un stylo. C'est pareil pour une machine, surtout que ces machines, elles sont douées d'un anthropomorphisme très, très important, où c'est des voix qui sont des voix humaines, qui demain pourront d'ailleurs reproduire la voix d'Olivier. Ce sera la voix d'Olivier, Olivier qui parlera à d'autres. Et ça nous emmène effectivement dans un monde où on aura du mal à percevoir le faux du vrai. Où, encore une fois, le corps aura totalement disparu, et c'est bien la volonté de ces architectes de la Silicon Valley, qui s'appellent Jeff Bezos, qui s'appellent Elon Musk. Ils sont tous animés d'une volonté transhumaniste. Parce que derrière leurs gadgets, derrière leurs outils, il y a quand même cette idéologie, cette idée, cette philosophie, pourrait-on dire, si on veut lui prendre un terme respectueux. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est cette volonté de dépasser sa propre mort, de considérer que la mort est une maladie. Si c'est une maladie, je peux parvenir tenter de la résoudre. Et on le comprend bien quand on est milliardaire, quand on a tout. Qu'est-ce qui nous reste encore à avoir qu'on ne peut pas avoir spontanément? C'est bien la vie éternelle. Ou alors, je ne sais pas, mettre un pied sur Mars. Ça tombe bien, ils le font tous. Donc on a à la fois cette volonté de conquête spatiale qui anime Jeff Bezos, qui anime Elon Musk, c'est-à-dire s'offrir une autre Terre. Alors peut-être parce que la Terre sur laquelle ils sont, en participant à l'industrie numérique, je vous ai parlé des 4% qui donneront 8-12, commencent plus ou moins à mourir, et qu'il faut imaginer un plan B, donc un déplacement dans l'espace, au sens strict du terme, et puis un déplacement dans le temps, dépasser les frontières du temps pour pouvoir exister en tant que transhumaniste. Elon Musk travaille justement sur Neuralink, ces petites puces qui sont dans le cerveau et qui cherchent à capter les signaux du cerveau, à capter nos souvenirs. Alors il n'y est pas encore arrivé. À la base, quand cet outil est imaginé, c'est pour pallier l'handicap. Mais il y a toujours une bonne raison et derrière un usage qui est bien différent souvent. D'ailleurs, je ne vais pas vous refaire la grande histoire aussi de la technologie qui est souvent un usage militaire, et d'un usage militaire, donc de sécurité, on va passer à un usage du quotidien qui va avoir finalement d'autres fonctions. Donc ces puces qui sont là dans les cerveaux pour essayer de redonner une motricité pour ceux qui ont perdu l'usage de leurs jambes ou de leurs bras, sont aussi là pour essayer de mieux comprendre, de mieux analyser comment nos souvenirs, comment nos informations circulent d'un neurone à l'autre, pour un jour espérer pouvoir les capter et les décharger et les installer dans une forme d'avatar. Alors est-ce que ça prendra la forme d'un humanoïde ou d'une puce? On ne sait pas, mais c'est bien cette volonté éternelle transhumaniste. Et ça, il faut en avoir quand même conscience. Donc nous, pauvres petits humains de Poitiers, qui se sont fait balader comme ça sur la Seine, il faut, je crois, arriver à reconquérir justement notre corps, parce que c'est encore quelque chose qui nous appartient, qu'on a un peu de mal à reproduire, et qui dit le corps, dit le déplacement. Qui dit le déplacement, dit que vous êtes là ce soir, nombreux, que j'ai pu vous voir, qu'on a pu se rencontrer, qu'on a pu dialoguer, que j'ai pu vous regarder, que j'ai pu écouter certaines de vos réponses, parfois même sans écouter des réponses pour ceux qui n'ont pas parlé, ressentir une énergie. Ce ressenti, cette énergie, c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas numériser. C'est encore quelque chose qui nous rend humains, qui nous appartient, et finalement ce qu'on vient de vivre là, c'est une forme de lien. Il vaut ce qu'il vaut, mais il a quand même généré chez vous déjà un effort. Vous êtes déplacé, vous auriez pu rester tranquillement ce soir, vous êtes déplacé, vous avez même affronté une journée de mobilisation enfin, pour pouvoir peut-être dépasser des barricades ou des ronds-points enflammés, que sais-je, pour arriver ici. Donc il y a eu cet effort, ce déplacement pour vivre ce moment ensemble, moi ici et vous là, et sans vous, je n'aurais aucune utilité. Et donc on a pu dialoguer ensemble, on a pu aussi arriver à converser, à se rendre humain. Et c'est finalement ça, un peu la vraie magie. C'était la magie de ne pas savoir ce que vous alliez dire ce soir, de ne pas trop savoir vous-même ce que vous alliez écouter d'ailleurs, et puis d'être heureusement surpris ou d'avoir vécu peut-être une mauvaise soirée, mais peu importe, il s'est passé une expérience unique, une expérience qu'on ne pourra pas reproduire, une expérience un peu éphémère. Et c'est sur cette idée-là
de moments éphémères, uniques, peut-être même un peu poétiques, dans cette forme de poésie, c'est-à-dire sur le côté sensible, que j'aimerais terminer avec vous et surtout que j'aimerais vous remercier. Merci d'avoir été ici. Je vais reprendre mon brocoli. Voilà. Bon, je voulais surtout remercier François et puis Maude, Maude qui a œuvré dans l'ombre, mais qui a participé à la présentation. Merci beaucoup d'être venu, surtout dans les circonstances un peu compliquées là depuis 2 jours. Je voulais aussi remercier l'espace Mendes France qui nous a mis à disposition tout cet espace, c'est le cas de le dire, cette salle, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser encore ? On vous a laissé la parole, mais peut-être que vous avez encore des choses à demander, des questions à poser. Oui. Bonsoir. Vous avez tout à l'heure, on a parlé de a-t-on le choix face au reCAPTCHA, face à ces différentes barrières, frontières pour accéder au site. En fait, on a toujours le choix. Quel est le coût de ce reCAPTCHA ? Quel est le coût de cette participation à cette grande farce du numérique, de la participation à l'IA ? Et en fait, est-ce que le contenu auquel on va accéder vaut le coup, vaut notre temps, vaut notre attention, vaut nos données, etc. etc. Donc on a toujours le choix et il faut savoir aussi saisir ces moments-là comme des temps de suspension, des temps d'arrêt pour pouvoir se dire que suis-je en train de faire ? Qu'est-ce que je vais en faire derrière ? Est-ce que ça va la prochaine fois ? Est-ce que je me reposerai cette question-là ou pas ? Et comment est-ce que je fais ça de ma vie ? Et voilà. Après, j'ai plein d'autres trucs à dire, mais si vous voulez venir, il y a des causeries numériques à l'envers du bocal à 16h, samedi 8 mars. On parle numérique, Linux, etc., etc. Oui, avril, pardon. Et ça se transformera bientôt en atelier d'autodéfense numérique, histoire de faire des trucs comme ça. C'est donc une publicité ciblée qui a été très bien placée. Bravo. On sent que vous connaissez Steve Wozniak. Non, je rebondis juste sur un mot qui a été dit, c'est le mot de l'intentionnalité. Et ça fait partie justement des outils qu'on peut donner parfois à des gens qui disent comment je fais pour éviter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, etc. Quand on dit justement à un adolescent, on lui dit avant d'aller sur un réseau social ou avant d'aller sur Internet, pose-toi la question de qu'est-ce que tu y cherches. Et si juste, je dis, là, j'y vais juste pour chercher une information, la date de naissance de François Mitterrand, le 16 octobre. Bah oui, je tout testais, 1916. Et que j'y vais que pour ça. Après, j'en repars et j'en ressors parce que mon intentionnalité, c'était juste d'aller chercher cette information et je ne suis pas aspiré justement par ce tunnel sans fin. Donc toujours se dire, lorsqu'on peut aussi aller sur Internet, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je cherche, et reconsidérer son intentionnalité. Et c'est en ça où je vous rejoins. Donc merci. Il y avait une autre main, mais c'est ça. Oui. Hop, oui. 2 petites secondes. Oui, je voulais vous demander, tout est marché. Hein. Là, je suis totalement d'accord. Même au niveau des avortements, il y a un marché des fœtus. Hein. Il y a d'autres aspects que ceux que vous avez évoqués. Tout est marché. Et alors, il y a quelque chose qui a pris une importance maintenant considérable, ce sont les cookies. Où que vous alliez, vous êtes assailli à accepter les cookies. Si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas accès au contenu. Il y a peu de sites qui proposent de refuser les cookies. Ça m'énerve. Mais ça, c'est une démarche totalement commerciale, non ? Pour collecter des données et puis par rapport à des pubs, j'en sais rien. Oui, c'est ça, effectivement, accepter les cookies, c'est accepter ces petits mouchards dont je parlais tout à l'heure. Bon, en l'occurrence, là, c'est un iPhone, mais ces petits mouchards qui tracent en fait votre navigation sur le cyberespace pour permettre de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous consultez, pour ensuite monnayer votre attention pour faire de la publicité ciblée. Mais ce qui est intéressant avec la question « est-ce que vous acceptez les cookies ?», c'est qu'on peut déjà se sentir heureux qu'on nous la pose. Ça, c'est grâce au RGPD. Un règlement européen sur la protection des données. Pendant longtemps, on ne la posait pas, cette question. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change ? Ça change que sans cette question, il n'y aurait pas eu votre commentaire. Parce que vous n'auriez même pas su qu'il y a des cookies. Et à part savoir que c'était un gâteau, vous n'auriez pas su ce que ça pouvait être d'autre. Donc vous avez quand même à ce moment-là un maigre choix, je le concède, parce qu'à chaque fois qu'on nous pose la question, d'ailleurs le oui est souvent beaucoup plus visible que le non. Ouais. Donc on a tendance parfois à dire j'en ai marre, allez oui. Mais quand même, on nous pose la question.
Et ça, c'est quand même une victoire européenne, parce qu'on pointe du doigt souvent l'Europe, ses failles, etc. Mais là, c'est une protection quand même, qui a été gagnée de longues luttes, aussi par une mobilisation citoyenne, aussi par une mobilisation publique. Et au moins, quand on nous pose la question, moi, je suis très heureux parfois de dire non, et j'essaie de le faire de plus en plus, parce que là, j'ai l'impression de reprendre la main. Et la grande idée aussi, par rapport aux nouvelles technologies, c'est d'arriver à reprendre la main. La technologie, en fait, soit on en est esclave, soit on en devient un maître. Et bien souvent, il faut arriver à reprendre la main sur ces outils-là, à arriver à les dompter, alors qu'ils sont faits de telle manière pour qu'on soit, comme on l'a dit tout à l'heure, manipulé avec ce qu'on appelle des nudges, ce qu'on appelle des dark patterns, tout un tas d'interfaces qui nous poussent vers un comportement. Donc, pour pouvoir reprendre la main, faut des causeries, il faut quand même des conférences, il faut de la vulgarisation, il faut de l'intérêt, ce que vous avez manifesté ce soir. D'ailleurs, je vous remercie pour votre attention. Car elle a été franchement très fine, elle a été très juste d'un bout à l'autre. Et donc, on a besoin... de la réflexion aussi. Comment ? Et de la réflexion. Enfin, réfléchir à oui. La réflexion, oui. Ah oui, ça peut toujours aider, ouais. Même pour le sport, il faut toujours un petit peu de réflexion. Ah oui, et je voulais parler de quelque chose aussi que j'ai vu au niveau cinéma. Qui était, quand c'était une production anglaise, c'était les 2 premières saisons de Black Mirror. Il se reportait à des choses que vous avez évoquées. Après, j'ai lâché la série. Alors, c'est pas que vous avez lâché la série, c'est que Charlie Brooker a lâché la série. Ah oui. Charlie Brooker, c'est le concepteur de cette série Black Mirror, qui est une série dystopique. Ouais. Et en fait, il a dit quelque chose de très intéressant. Charlie Brooker, à la base, c'est un journaliste, donc effectivement britannique. Il a imaginé cette série en partant d'innovations réelles pour les mettre dans un futur proche. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a de nombreuses innovations qui ont été mises en scène qui aujourd'hui sont totalement entrées dans notre quotidien. Et il n'a pas fait de saison supplémentaire parce qu'il disait que la réalité l'avait trop déprimé. Donc cette phrase, c'est quand même une phrase forte. C'est-à-dire qu'on a un créateur de contenu qui veut nous alerter par la fiction et qui abandonne la fiction parce que la réalité lui devient trop déprimante pour lui. Mais une idée aussi, sur laquelle on pourrait peut-être terminer, puisque vous parlez de Charlie Brooker, c'est aussi la notion artistique. Moi, je pense que ce qui nous manque aussi aujourd'hui, et je me rends compte dans les émissions que je peux faire, je vais faire une publicité ciblée aussi, Le Meilleur des Mondes sur France Culture, si vous voulez podcaster cette émission pour pouvoir la suivre, une émission hebdomadaire, sur la manière dont les nouvelles technologies changent notre vie, et j'essaye de trouver une voie médiane entre utopie et dystopie, parce que moi, je me considère ni comme un technophobe, ni comme un technophile, j'essaie juste de trouver le bon chemin, car je suis moi-même un grand consommateur de technologie, par mon métier déjà. J'ai besoin de Twitter pour m'informer, j'ai besoin de Google, j'ai besoin d'Internet. Mais on voit qu'on a un manque d'imaginaire. On a un manque d'imaginaire commun, de choses qui nous réunissent, d'idées, de grandes idées. On sent que les imaginaires sont un peu en panne. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'imaginaires qui ont été colonisés, une fois encore, par les GAFAM, par une forme de technosolutionnisme. Tous les blockbusters, les grands films, les grands récits, même une certaine partie de la science-fiction. D'ailleurs, entre parenthèses, tous les Neuralink dont je parlais justement d'Elon Musk ou tout simplement le métavers sont des termes qui sont nés dans des récits de science-fiction qui ont été par la suite repris par des marchands qui ont donc détourné l'utopie même de la science-fiction et du cyberpunk, qui était finalement de montrer une réalité amplifiée pour nous alerter sur les dérives. Donc il y a eu cette magie du capitalisme qui arrive très bien à se nourrir de sa propre critique. Et il nous manque justement ces imaginaires, ce commun. Et je pense que ça doit passer par les artistes. Alors je ne sais pas si on a encore l'image de Philippe Villas-Boas, qui est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai fait d'ailleurs une émission avec lui, toujours sur Le Meilleur des Mondes, sur la vision technocritique. Et donc lui, voilà, il est allé dans les rues de Lisbonne. Il a pris cette grande croix, qui est évidemment le F de Facebook, pour faire son chemin de croix. Intéressant de parler de ça à Poitiers, de chemin de croix, ça fait plaisir. Et puis, en marchant comme ça à Lisbonne, il y a eu toute une réunion de gens qui sont venus derrière lui pour faire cette traversée. Et qu'est-ce qu'il veut dire effectivement dans cette image ? De toute façon, elle parle d'elle-même. C'est à quel point les GAFAM pèsent sur nos épaules, qu'il faut les reprendre en main. Et puis à la fin, il détruit le F dans un acte comme ça, presque blasphématoire par rapport à ce F de Facebook. Parce que si je dis blasphématoire, c'est qu'on sait très bien que les Elon Musk, les Mark Zuckerberg et autres ont toujours presque une vision messianique. C'est vraiment la vision. C'est pour ça que j'ai appelé mon émission Le Meilleur des Mondes. C'est parce que la promesse est toujours rendre le monde meilleur. Et La Meilleure des Mondes, c'est bien sûr l'emprunt à l'œuvre d'Huxley, qui est une œuvre technocritique. Et on a donc cet artiste qui nous propose cette image. Et d'ailleurs, il a des travaux très intéressants. Et je pense qu'on a besoin de ça. L'art peut
sans faire une fin un peu démagogique, l'art peut, mine de rien, aussi participer à notre salut, c'est-à-dire à nous trouver des images qui vont réunir, qui vont fédérer, qui vont nous parler et qui vont nous permettre aussi d'être un peu plus humains. Parce que dans l'art, ce qu'on fait là, évidemment, ce n'est pas une performance artistique, mais c'est au moins une sorte de moment de spectacle vivant. On va accepter le terme, c'est-à-dire des humains qui vont se rencontrer, rentrer dans une forme de communion, mais une communion dans le sens où on participe à un même moment tous ensemble, etc. Et ça passe justement par les œuvres artistiques. Et souvent, dans les récits, on a beaucoup de dystopies. On a du mal à faire des utopies. Parce que ça, c'est aussi le phénomène un peu des journalistes, des trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Donc comment on arrive à créer des utopies, des imaginaires constructifs, positifs, qui suscitent de l'adhésion, sans paraître des bisounours, sans paraître un peu ringard ou naïf. Mais on a besoin de ça, on a besoin d'utopie, on a besoin aussi de réenchanter finalement Internet. Internet, quand on regarde bien, il y a eu 3 phases. Il y a eu cette phase d'enchantement, justement, on était tous là, Steve Jobs, je l'ai dit, des gourous auxquels on croyait, ces réseaux. On a une phase critique qui est maintenant bien documentée depuis 10 ans, au moins 10 ans. Et là, on en est là. On en est à un moment où la phase critique, on l'a un peu absorbée. Là, j'ai bien vu dans la salle, vous avez acquiescé à plein de moments, c'est-à-dire que vous aviez déjà l'information. Je pense qu'il y a des choses que vous avez appris, puis il y a des choses que vous connaissiez déjà. Donc ça a validé certains acquis. Enfin, je ne sais pas. Vous avez votre livre, voilà, mais en même temps, je présuppose. Mais on commence à être de plus en plus conscient des choses. Mais on en est à cet endroit du chemin. C'est-à-dire, on ne va plus se dire « Ah ouais, c'est vrai qu'ils nous manipulent, on le sait. » Mais maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on arrive à réenchanter du coup le numérique ? Je pense que ça doit être ça, notre promesse et notre volonté, celle du réenchantement. Oui ? Se réenchanter, mais aussi réagir. Se réenchanter, mais aussi réagir. On vient d'avoir un rapport du GIEC où très clairement, on va droit dans le mur. Est-ce qu'on réagit ? Est-ce que toutes les bonnes volontés sur cette planète se disent « Allez, on arrête les émissions de carbone ?» Non, on continue. Et je vous remercie pour cette démonstration de ce soir qui nous montre que le numérique, avant tout, nous déshumanise et nous empêche de réagir et nous conforte dans de nombreux dénis. Voilà. Et là, est-ce que demain, pour nos enfants... Moi j'ai une fille de 23 ans, elle ne veut pas d'enfants. Oui, voilà, ouais. On ne va pas avoir de... les grands-parents n'auront pas derrière petits-enfants et ils auront peut-être des avatars. Oui, voilà. Et on se console avec le numérique. Non, évidemment, je peux qu'acquiescer vos propos. Ce que la pandémie a prouvé quand même, c'est que lorsque le mur est devant nous, on arrive un peu plus à réagir. Le problème du GIEC et le problème des alertes sur le climat, même si on nous dit que 2050 et chaque année qui passe, on s'en rapproche, mais ça nous paraît encore trop loin. Donc il y a un truc où on se dit, ça va arriver, mais qu'est-ce que je fais dans 2 minutes ? Et d'ailleurs, on en reparle en septembre ou octobre. Bien sûr, voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais pour essayer d'expliquer pourquoi aussi on ne réagit pas alors qu'on aurait envie, et ça revient aussi à notre usage du numérique ou de tout. On voit bien comment on passe d'une idée à l'autre, d'une information à l'autre, dans une sorte de zapping constant. Une idée en chasse une autre. Et donc le réchauffement climatique, déjà, il y a un phénomène d'évitement bien connu. Lorsqu'il y a la fin qu'on nous annonce, on a envie d'éviter la mauvaise nouvelle. Et en plus, elle nous paraît loin, donc on continue tout simplement à vivre. Mais il faudrait réagir. Mais pareil, sur la question du réchauffement climatique, et je vous remercie de poser la question, je pense qu'il doit y avoir une convergence entre cette révolution numérique et ce qu'on attend, et la révolution climatique. C'est les 2 grands enjeux du siècle à venir. Mais cette convergence, on ne la voit pas. Vous la voyez, vous ? Non. Mais créons-la ensemble. Mais on ne la voit pas, mais à un moment donné, il faut être dans le faire, dans l'action. C'était un point levé. C'était un point levé. À moins que vous ayez une solution, peut-être. Justement, en termes de solutions, je vous propose de lâcher le numérique pour tout ce qui est associatif et tout ça, et de réenchanter votre pratique collective en faisant du travail collectif en présentiel, en réinvestissant les salles de réunion, etc., pour plus d'humains, plus de contacts et tout ça. Et après, sur Poitiers, si vous voulez faire des choses, venez en parler aux causeries, parce qu'en fait, on a plein d'idées et on va faire du commun avec des outils partagés et qui ne seront pas parfaits, mais qui auront l'avantage de ne pas vous inciter à faire des choses que vous ne voudrez pas faire. Alors là, c'est une sorte de matraquage publicitaire, de deuxième partie ciblée, et je trouve ça horrible. Comme si moi, je parlais sans arrêt du meilleur des mondes sur France Culture le vendredi soir à 21h. Franchement, un peu de respect.
Disponible aussi en podcast. Attendez, on a madame qui veut prendre la parole, comme ça on la fait circuler. Là-bas derrière vous. Je suis désolé, mais comme ça on est dans le partage. Alors moi je partage avec vous cette idée que j'ai depuis avant de venir ce soir. Mais merci à tout ce que vous nous avez dit. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et je suis contente de l'avoir entendu. C'est parce que on passe son temps à réfléchir à comment consommer mieux, arrêter de polluer, tout ce qu'on pourrait faire, moins prendre sa voiture, etc., etc. Mais dans vos propos que j'ai entendus, je n'entends pas beaucoup de et quelles réflexions on pourrait mettre en place les uns et les autres, pas forcément tout seul, mais en faisant vraiment partir un mouvement qui pourrait partir de Poitiers, mais pourquoi pas, de la semaine voie publique, pourquoi pas, de se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait avec mon téléphone que j'aurais pu très bien ne pas faire? Ça n'aurait pas rien changé. Mes enfants qui m'ont envoyé ce truc très drôle sur WhatsApp avec la petite de 8 ans qui a fait une blague, etc. Est-ce que c'était vraiment essentiel? Est-ce que ça va changer quelque chose à notre vie de famille? Enfin, etc., etc. Et on est tous coupables à longueur de journée, dès qu'on a un téléphone là, dès qu'on regarde ses emails, etc., à longueur de journée, on est coupable de donner dans ce qui est à la mode, ce qu'il faut savoir faire. Après, pour nuancer et pour essayer justement d'amener un peu de... Je suis évidemment d'accord avec vous, mais je dirais deux choses. La première, c'est qu'il faut aussi accepter qu'on a le droit de se divertir. C'est-à-dire que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent un sentiment de culpabilité que l'on nourrit et qui peut parfois être aussi stérile. Et à la question, quand vous dites se dire, tiens, combien de temps on a passé sur notre téléphone et comment on aurait pu investir ce temps autrement, on peut aussi se dire, qu'est-ce que je pourrais faire de mon téléphone pour pouvoir arriver à changer la situation. C'est-à-dire qu'en soi, effectivement, moi, je ne dis pas que l'outil est neutre. L'outil n'est pas neutre. Vous savez, il y a souvent cet argument, justement, des défenseurs qui disent, vous savez, Internet, c'est comme un marteau. Soit tu plantes un clou, soit tu fracasses la tête de ton voisin. En gros, soit tu en fais le pire ou le meilleur. Le marteau, on l'a dit ce soir, il est biaisé. Il est orienté de telle manière qu'il nous pousse plus à frapper la tête de notre voisin qu'à planter un clou. Ça, c'est ce qu'on a dit, les dark patterns, etc. Mais malgré tout, on peut le détourner, on peut le contourner. On peut l'utiliser. On n'en a pas parlé ce soir, mais les réseaux sociaux ont aussi permis plein de mouvements de libération de la parole, ont participé à des mouvements de mobilisation, notamment au printemps arabe, ont permis aussi d'échapper à une censure médiatique, ont permis à des gens de se réunir, le hashtag a été une forme de salon numérique, ont permis à des gens de se fédérer. Le militantisme numérique, c'est pas que du hashtag de canapé ou du like de canapé, c'est aussi des gens qui permettent de se réunir et de faire passer de l'information. Donc, les outils, c'est ce que Alain Damasio appelle quand il parle de braconnage, c'est arriver finalement à les détourner pour en faire un autre usage. Et je pense que la question, ça pourrait être aussi de se dire, notre téléphone, il est là. Alors oui, utilisons le mieux possible avec intentionnalité, mais utilisons aussi pour servir une cause, parfois même contre la cause pour laquelle il a été imaginé. Donc je pense que le téléphone reste un outil, peut aussi rester une arme pour imaginer un monde que l'on pense plus respirable. Bien sûr, avec sobriété, bien sûr, avec une philosophie un peu slow-tech, low-tech qui commence à émerger. Le slow-tech, le low-tech, c'est-à-dire une technologie justement employée, proportionnelle, et qui recrée du lien intergénérationnel dans la manière dont les individus vont expliquer à d'autres individus comment se servir de la machine, comment la comprendre, comment la démonter, la remonter, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La technologie est là, elle peut nous faire du bien, il faut l'accepter, elle peut nous faire plaisir, elle peut aussi être un outil. Donc je pense que c'est ce chemin-là, mais c'est juste pour le jeu de la contradiction, hein. Mais c'est et du complément, en fait, pour prolonger effectivement la discussion, c'est ce chemin-là, je pense qu'il faut essayer de suivre. Non mais, moi, j'étais venu parce que je croyais que c'était le sujet, c'était le nouveau robot d'Elon Musk, de l'intelligence artificielle. Donc, je veux dire, là, je trouve que c'est quand même un problème que les réseaux sociaux, on peut s'en passer. On peut vivre très bien sans. Mais par exemple, Snapchat, eh ben, mais là, franchement, ça peut impacter franchement. Les gens peuvent être dirigés complètement avec cette machine-là, je veux dire. Là, ça peut être quelque chose. Alors, moi, ce que j'ai compris peut-être de ce qui pourrait être cette dernière intervention, parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être aussi qu'on reprenne
notre vie individuelle et collective. C'est que le monsieur s'attendait à voir quelque chose d'une conférence et apparemment il n'a pas du tout eu ce qu'il voulait par rapport au sujet. Et que ce qu'il vient de vivre là, c'est justement une sorte d'accident, hein, une sorte de quelque chose qui n'était pas programmé. Donc programmé, j'en bien sûr la terminologie informatique, où on s'attend à voir quelque chose et c'est quelque chose nous est donné. Toute l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est un stimulus A qui va nous renvoyer un stimulus B. Et la magie de la vie, c'est aussi s'attendre à voir un truc sur Snapchat et entendre une conférence qui ne l'a pas cité une seule fois, mais peut-être avoir retrouvé un petit réconfort dans cet inattendu, dans cet accident, et qui dit l'accident dit la poésie, et qui dit la poésie dit merci à vous. Merci pour vos interventions. Je voulais juste vous signaler qu'à la sortie, nous vous proposons le livre de François Saltiel. Voilà, juste à la sortie. Je vais faire une petite photo pour ne pas oublier ce moment quand même. Oh ah oui, mais cette fois-ci, est-ce que vous acceptez d'être en photo? Non. Et ben voilà, c'est ça que je voulais attendre. Je voulais vous signaler que le festival n'est pas terminé et que donc demain, vous avez encore d'autres propositions. Donc demain soir, vous avez Monsieur Gilles qui vient vous parler de l'éthique dans le domaine de la santé. Et à 18h30, vous avez une proposition relative à des tables rondes sur la santé également. Demain, c'est la journée santé. Voilà. L'intelligence Et artificielle. puis, vous en avez d'autres vendredi. Il y a des programmes disponibles si vous voulez. Et encore une fois, merci beaucoup d'être venus. Merci.